Voici le document que personne n'a vu. C'est le moment crucial. Bientôt la sortie des Palestiniens de leurs otages. Tout peut encore se transformer en drame. Un geste, une hésitation. Le minibus s'approche. Le moteur est coupé. 2 Palestiniens vont descendre et l'inspecter. Les voici. Puis ils remontent chercher les otages. Ils sortent, 2 par 2. Les mains liées, les jambes entravées, malhabiles. Les Palestiniens, revolver au poing, accompagnent les otages par groupe. Un autre groupe. Le Palestinien, cette fois, est masqué, revolver au poing toujours. Encore un groupe. Tous les hommes sont là maintenant. Il reste les femmes. Elles doivent être libérées. C'est la question. Les voici. 3 Françaises et une Tunisienne. Le commando a tenu parole, elles sont libres. Les Palestiniens montent dans le minibus avec leurs otages. La porte se ferme. Elles reviennent maintenant. Les Françaises libérées et la Tunisienne, vers ceux qui les attendent. Doucement, le minibus quitte la rue Pascal. Elles restent sur le trottoir, les 4 femmes, elles viennent. C'est Nathalie Siffre qui lève le bras. On est resté 22 heures à l'intérieur et jusqu'à ce qu'on ait vu le car s'en aller, on se demandait si on en sortirait vivant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 28 heures d'un drame insupportable parce que sans doute plus près que nous, ce ouf de Nathalie Siffre, c'est un peu celui de tous les Français après le dénouement heureux de la première partie de cette prise d'otage. Car pour 5 autres otages encore entre les mains des Fédayines, quelque part dans le ciel du Proche-Orient, il y a 1 heure, l'avion s'est posé sur l'aéroport du Caire pour refaire le plein, avec l'intention visible de repartir. Car pour ces 5 otages, tout peut encore arriver. C'est égoïste, c'est vrai, mais revenons d'abord au dénouement parisien de cette affaire. Entre les Palestiniens retranchés dans l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris et les autorités, un accord de 4 points était conclu ce matin. 1. Un avion arabe, une caravelle syrienne, devait être mis à la disposition du commando au Bourget. 2. Les Palestiniens acceptaient d'échanger les 4 femmes otages, dont 3 françaises, contre un prisonnier bénévole, l'ambassadeur d'Irak. 3. Ils acceptaient de relâcher les otages qui ne sont pas de nationalité saoudienne. 4. Ils obtenaient la promesse d'accéder totalement librement et sans qu'aucun piège leur soit posé au Bourget. Alors, ce fut la longue attente, les scènes pénibles avec les familles massées devant l'ambassade et tout à coup, tout le monde a compris que c'était gagné, que l'accord était fait. Rue Pascal, en effet, on attend. Ça fait plus de 24 heures qu'on attend. Les otages viennent de crier au secours par cette fenêtre. On parlemente. L'ambassadeur d'Irak essaye de convaincre. Une main lance un papier. Ce morceau de papier, vous allez voir tomber, ramassé sur le trottoir, c'est le oui des Palestiniens. Et les parents des otages ne le savent pas encore. Et la peur augmente de minute en minute. Vous venez de voir votre fille. Non, je l'ai pas vu, je l'ai entendu, mais qu'il fasse quelque chose, qu'il Donnez-leur me un donne avis. cet avion. Je vous en supplie. Que vous a dit votre fille, madame? Dites-le.
Que vous a dit votre fille, madame? Madame. Quel poste a votre fille à l'ambassade? Oui, secrétaire, l'ambassadeur. Je vous en supplie, faites quelque chose. Dites-leur, remuez-vous. Que vous a dit votre fille, madame? Elle m'a pas parlé à moi. Je vous en prie, faites quelque chose. L'accord des Palestiniens est transmis maintenant. Alors que des ambulances s'approchent pour secourir les otages dans leur état de Le faiblesse. commando a accepté l'offre du président El-Assad et de l'ambassadeur syrien. Ils vont quitter ici 11h30 pour aller à Orly. Ils vont libérer les femmes françaises, toutes les femmes, dès qu'ils montent dans l'autocar. Et mais c'est à Orly ou au Bourget? Bourget, ils ont dit, si une personne s'approche de nous et une personne suspecte, on tire dessus tout de suite. Si on trouve des policiers autour de l'ambassade ou autour de l'autocar, on tire tout de suite et nous sommes prêts à mourir avec tous les otages. Et ils emmènent les otages arabes dans l'avion. Dans l'avion. Les préparatifs commencent. Le minibus est là. On refoule les curieux, on écarte les journalistes, on dégage la police. Les tireurs d'élite descendent des toits. Dans ce quartier calme, il va se passer quelque chose. C'est le moment où un geste imprudent peut tout faire rater. Ils sont fatigués, tendus, prêts à tout. Ils menacent encore. Chacun se demande, les autres vont-ils tenir leur parole? Dans le ciel du Bourget, la caravelle promise par le président syrien, le vol régulier de Damas est réquisitionné. Pour les Palestiniens, c'est le feu vert de l'opération départ. Les Palestiniens alors sont avertis. Ils préparent leur départ. Les policiers sont loin, mais les Palestiniens sont méfiants. Vous allez le voir, le revoir. Le minibus s'approche, ils le contrôlent. Voici le contrôle. Apparemment, les deux hommes n'ont rien trouvé, ils remontent. Puis la sortie des otages, malhabiles dans leurs liens. Après 26 heures passées dans une même pièce, ligotés sur une chaise, sous la menace des armes. Combien de fois ont-ils pensé mourir là, bêtement, pour quelque chose qui, hier, ne les concernait pas personnellement? Et il y a encore un revolver dans le dos. Puis l'aéroport, puis on ne sait pas. Mais ils ont quitté la pièce, en tout cas. Maintenant, il reste les femmes. Les voici. Les otages libérés doivent rester sur le trottoir, ce sont les termes de l'accord, jusqu'au moment où le minibus va partir. Dans la rue, pas un bruit. On attend. On essaie de regarder, les uns se méfiant des autres. Ça y est, le minibus s'en va. La voiture pie de la police va passer devant. Les voitures des diplomates démarrent aussi derrière. Les femmes tournent leur regard vers le car. Et puis elles sortent. Elles sont libres, elles. Le cortège, lui, traverse la place de Colombie. Il va prendre le boulevard périphérique pour rejoindre l'autoroute du Nord. Pour l'instant, personne ne le suit. Les rideaux sont baissés, on ne voit personne. Pendant ce temps, au château de la Muette,
Les 2 otages françaises racontent. Leur conduite a toujours été très courtoise, ils ont été extrêmement galants. Quand ils ont demandé les sandwichs, galants. Quand ils ont demandé les sandwichs, ils nous ont toujours donné à manger les premiers, ils ont toujours mangé après nous, ils ont toujours bu après nous. On a toujours été assis, on n'a jamais eu les mains liées. Ils ont été très gentils. Pour les hommes, évidemment, ils étaient un peu plus durs, ce qui est normal, mais pour les femmes, toujours très gentils. Est-ce qu'ils ont tenté de vous expliquer pourquoi ils avaient fait cette prise d'otage? Oui, mais je préfère absolument ne rien dire là-dessus et je ne faire aucun commentaire. Avez-vous eu le sentiment d'avoir affaire à des intellectuels? Absolument, 2 intellectuels et 2, au contraire, on l'a vu à leurs mains, par exemple. 2 hommes de main. Et 2 hommes de main. Ils avaient une grenade dans une main et un revolver de l'autre. Quel a été le moment le plus pénible? Le moment où tout d'un coup ils ont fait défiler nos les membres de l'ambassade. Et puis ils ont décidé qu'ils allaient les tuer par ordre de grandeur ou de vieillesse. Et ils ont commencé par balancer un par-dessus la tête. Est-ce qu'ils ont été menaçants, méprisants ou courtois avec vous? Très courtois, très gentil, mais menaçant. Oui, c'est un idéaliste, certainement, qui voulait se protester contre certains internements d'Arabes. L'autoroute a emprunté l'autoroute du Nord. Le cortège a emprunté l'autoroute du Nord. La circulation est dense. Quelques minutes plus tôt, la radio a annoncé le départ des otages et de leurs gardiens. Alors, certains automobilistes tentent de suivre le cortège. Dans le car, en tout cas, on devine que la tension est extrême. De temps à autre, un Palestinien soulève un coin de rideau du bout de sa mitraillette. En moins d'une demi-heure, le Bourget est atteint. Par une petite route de service, le cortège se dirige vers la piste 26 où l'attend la caravelle. Sur l'aéroport, le trafic est interrompu, seuls quelques petits appareils décollent ou se posent. Un calme étrange règne sur le Bourget, écrasé de soleil. Pour les Palestiniens, c'est l'avant-dernier épisode de son long suspense. Pas question de se relâcher un instant. D'ailleurs, regardez avec quelle prudence les fédayines vont inspecter les alentours. Le car va tourner lentement autour de la caravelle. Il faut s'assurer que personne n'a pu s'embusquer, que personne ne peut les empêcher de partir. Le car revient vers la caravelle. Le moment approche, et ils le savent, où les Palestiniens seront le plus vulnérables. Voilà un homme qui descend du car, il va s'approcher de la caravelle, il va sans doute aller rencontrer les 8 membres d'équipage qui se trouvent sous le ventre de l'appareil. Et puis il fait signe au car de se rapprocher. Et le petit car va se mettre sur le côté gauche, près de la queue de l'appareil. Et là, tout à l'heure, 2 autres Palestiniens descendront. Ils iront inspecter le ventre de la caravelle, dont les soutes ont été laissées grandes ouvertes. Le moment crucial, regardez, voici les Palestiniens et leurs otages. Ils seront 6 otages à monter, car au Bourget, l'ambassadeur d'Irak, qui était retenu comme otage, a été libéré.
Et puis la caravelle roule, elle va décoller, elle emporte 18 personnes, 8 membres d'équipage, dont 2 hôtesses, tous syriens, 5 fédayines et 6 otages. La caravelle syrienne a atterri tout à l'heure vers 18 h au Caire, mais il semble cependant que ce soit uniquement pour faire le plein. Ce drame, toutes les équipes d'INF2 l'ont suivi pendant près de 48 heures en témoin objectif, mais vous vous en doutez, singulièrement bouleversé. Ce fut le cas aussi de nos camarades de 24 heures sur la Une, ce matin, ceux qui ont vu pour vous, derrière l'œilleton de leur caméra, les minutes angoissantes ont droit à nos remerciements, et particulièrement les caméramens Claude Pouchoulin et Christian Gabani. Les capitales arabes, avec la presse internationale aujourd'hui, s'interroge sur les pourquoi possibles. Les tentatives d'explication sont nombreuses, mais il faut d'abord se référer à ce qu'ont affirmé les fédayines eux-mêmes hier. Ils exigeaient la libération d'un homme nommé Abu Daoud, un chef de la résistance palestinienne, emprisonné en Jordanie depuis 7 mois et considéré comme une des 3 têtes du Fatah, probablement le numéro 2 ou 3. Abu Daoud, c'est un des chefs historiques du Fatah, le principal mouvement de résistance palestinienne. C'est lui qui, en septembre 70, le fameux Septembre Noir, commande les milices palestiniennes qui vont combattre, souvent jusqu'à la mort, les troupes du roi Hussein. Et si Yasser Arafat est le leader politique, incontesté du Fatah, Abu Daoud, lui, au contraire, est un homme d'action. Un homme d'action qui n'hésite pas d'ailleurs à payer de sa personne. En février dernier, il va être arrêté par les Jordaniens, aidé d'ailleurs par les services secrets israéliens, alors qu'il se prépare à entrer en Jordanie. Condamné à mort le 28 février pour avoir tenté de renverser le roi de Jordanie, Hussein va commuer sa peine en raison des protestations qui arrivent de tous les pays arabes. En mars déjà à Khartoum, les fédayines vont demander la libération d'Abu Daoud, comme ils l'ont fait hier à Paris. Pour certains, c'est tout simplement pour libérer le dirigeant palestinien. Pour d'autres observateurs, au contraire, ce serait avant tout pour le punir. Ce qu'ils veulent, effectivement, c'est surtout Abu Daoud, et ils le veulent pour le tuer. Pourquoi? Abu Daoud s'appelle Mohamed Daoud El-Odeh, et il a pris ce surnom assez fréquent chez les fédayines de Abu Daoud. Abu, ça veut dire père, mais un peu comme les tirailleurs musulmans disaient « tu es mon père » à leur officier. Vous voyez, c'est un... Non. Alors, Abu Daoud était un des chefs du Fatah, mais il était tellement personnel, tellement ambitieux et tellement solitaire que jamais Yasser Arafat n'a voulu l'inclure dans le comité central. Le 24 mars, à grand fracas, et il se trouve qu'à ce moment-là j'étais à Amman, Radio Amman lance des déclarations, mais incroyables, de Mohamed Daoud El-Odeh, dit Abu Daoud. Et peu avant ces déclarations, le 20 et le 21 mars, j'eus l'heure, à la télévision, à Amman, de voir ce visage inoubliable d'Abu Daoud sur le petit écran. Que disait Abu Daoud? Oui, c'est Yasser Arafat qui nous a entraînés dans cette galère. Septembre Noir n'existe pas. Septembre Noir, c'est le Fatah. Voici quel est l'organigramme du Fatah. Alors là, de citer tous les noms. Alors pour vous, Abu Daoud a trahi donc? Mais il a continué. Ensuite, il a donné des indications extrêmement précieuses et frappantes de vérité, pour la plupart, sur la préparation de l'attentat de Munich. Alors pourquoi cette affaire jordanienne? Je vais vous le dire, à mon sens. Il n'a pas été arrêté comme cela dans les rues. Il a dit, je suis Abu Daoud et je viens ici pour faire un coup, etc. Il s'est livré lui-même. Et tout cela, c'est un élément, c'est une péripétie de la rivalité, des rivalités internes du Fatah.
Pour les Français, cette prise d'otage, le 5e acte de violence à Paris à cause du drame du Proche-Orient, pose un problème. Après l'assassinat de Boudia, de Khamchari notamment, pourquoi la France n'est-elle plus un sanctuaire protégé des actes du terrorisme commis au nom de la cause palestinienne? Il existait effectivement un accord classique, ou plutôt oral, entre le gouvernement français et le représentant de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, à Paris. Cet accord était le suivant: pas d'acte de terrorisme en France en raison de la politique pro-arabe de Paris. En échange, liberté pour les Palestiniens de se livrer à une action d'information et aussi politique. Lorsque les Israéliens se sont aperçus de cela, évidemment, les choses se sont envenimées. Eux ne considéraient pas la France comme un sanctuaire. Ils ont donc passé à l'action et ils ont essayé d'éliminer ceux qu'ils considéraient comme les chefs de certains commandos, entre autres du commando de Septembre Noir, et qui passaient parfois par Paris. C'est la série d'attentats, tout d'abord contre M. Mahmoud Hamchari, représentant officiel de l'OLP à Paris. En représailles, les Palestiniens assassinent un Syrien, M. Kodr, qui serait un agent israélien. La série de morts se poursuit alors. Assassinat d'un Irakien, M. Koubaïsi, membre du Front de libération de la Palestine, et ensuite l'assassinat de M. Mohamed Boudia, algérien très connu des milieux littéraires, ancien membre du FLN et qui, selon certains, était l'un des chefs de l'organisation Septembre Noir pour toute l'Europe. C'est sans doute également une raison, une bombe qui a explosé dans sa voiture alors qu'il y montait. Mohamed Boudia avait une grande influence dans les milieux arabes de Paris et sa mort a sans doute profondément irrité l'ensemble des organisations palestiniennes. Contre ces assassinats, dont officiellement on ne connaît pas les auteurs, la police française ne peut rien, ce sont des attentats organisés par des professionnels qui ne laissent pas de traces évidemment, les officiels palestiniens et les diplomates arabes estiment que leur protection est insuffisante et ils affirment même au cours d'un déjeuner avec un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur que si leur sécurité n'est pas mieux protégée, ils ne pourront plus contrôler leurs troupes. C'est peut-être pour cette raison, c'est là une hypothèse bien sûr, pour cette raison donc que la France aujourd'hui n'est plus considérée comme un véritable sanctuaire pour certains Palestiniens. Mais cet attentat, désavoué dès le début par M. Yasser Arafat à Alger, est la preuve aussi d'un malaise au sein de la résistance palestinienne, divisée en deux groupes, ceux qui estiment et qui ne veulent plus user du terrorisme, et au contraire, surtout des petits groupes isolés, qui eux estiment par contre que le terrorisme est la seule arme qui peut faire entendre la cause palestinienne sur la scène internationale. Il est certain que cette action de Paris est en porte-à-faux avec aussi la conférence non alignée d'Alger. En effet, à Alger se trouve en présence le roi d'Arabie Saoudite, qui est un monarque, et également des gens comme le colonel Kadhafi, qui lui n'a pas caché à aucun moment que son but était justement d'éliminer toutes les monarchies arabes. Oui, à Alger, pour le deuxième jour du sommet des non-alignés, l'intervention du maréchal Tito, il faut s'organiser, a-t-il dit aux membres de la conférence. Cette intervention du père, du fondateur du non-alignement est passée presque inaperçue. Toute la conférence s'interrogeait en effet sur le dénouement du drame de Paris, laissant d'ailleurs visiblement percer son agacement. Alger, qui devait être le sommet de la maturité des pays non-alignés, est peut-être en train de donner le spectacle de la division dans le monde arabe à cause de la guerre du Proche-Orient. Au rang de l'actualité, une conférence où étaient représentés presque 2 milliards d'hommes. À Alger, siège de la conférence des pays non alignés, on en a marqué une vive irritation. La population algérienne ignore l'événement. Les journaux ce matin n'en parlaient pas. Dans les autres pays arabes, on a condamné l'action. Mais seule réaction officielle, celle d'Arafat. Je ne connais pas ces gens, a-t-il dit, ils ne sont pas des miens. Yasser Arafat comptait sur la conférence d'Alger pour faire reconnaître l'OLP par les non-alignés comme le seul mouvement représentant le peuple palestinien. Il se demande si les extrémistes n'ont pas voulu lui prouver le contraire. Autre interprétation de l'action des commandos, hier était le jour anniversaire de Munich, les Palestiniens ont voulu le marquer. D'autres pensent qu'ils ont cherché à torpiller la conférence ou à utiliser cette plateforme pour rappeler leurs problèmes. Enfin, dernière explication, ils ont tenté de briser le rapprochement entre la Syrie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le roi Hussein. Faisal d'Arabie est à l'origine de ce rapprochement. Il y a sans doute de tout cela dans cette affaire. Il y a aussi que le roi Faisal soutient Arafat et l'OLP, à qui il donne d'ailleurs beaucoup d'argent. Mais il ne reconnaît pas les extrémistes qui, là encore, ont voulu se venger. Hussein cédera-t-il? On ne le pense pas. Faisal lui-même était contre le départ de Paris des Fédayines avec leurs otages, pourtant ses ressortissants.
La conférence d'Alger ronronnait, on est irrité d'avoir été dépassé par des incontrôlables qui vont contre l'intérêt des Arabes, dit-on ici, mais maintenant que l'avion se dirige vers la Syrie, cette affaire devient exclusivement arabe. Ce drame, dont on ignorait encore pendant la matinée quelle serait exactement son issue, a servi de toile de fond aux travaux du Conseil des ministres, qui a été tenu régulièrement au courant, régulièrement informé des développements de la négociation avec les Fedayines. Et l'action du gouvernement, c'est bien évident, ou de ses représentants sur place, rue André Pascal, s'est évidemment orienté vers le sauvetage des 4 femmes otages, les 3 françaises et la femme tunisienne. À ce sujet, nous allons essayer d'obtenir en direct les précisions du porte-parole du gouvernement, M. Joseph Comiti. Daniel Brem. Oui, monsieur le ministre, le Conseil a évoqué l'opération. Daniel Brem, une nouvelle tentative. Daniel Brem est en direct du 72 de la rue de Varennes. Apparemment, une liaison est assez difficile. Vous nous permettrez que nous essayions, à cause de la qualité de cette actualité, de tenter une dernière intervention. Daniel Brem, m'entendez-vous? Bien, nous reviendrons tout à l'heure à cet aspect de l'actualité. À ce Conseil des ministres, le dernier conseil avant le départ du président français pour la Chine, lundi 10 prochain, le rendez-vous du prochain Conseil des ministres est fixé le 19 septembre. À ce Conseil, je vous disais, de ce matin, il a été particulièrement long. 2 thèmes vedettes. 2 sujets vedettes, l'examen du projet de loi sur l'intéressement des travailleurs et l'actionnariat, et puis aussi ce fameux projet de révision constitutionnelle qui vise à ramener de 7 à 5 ans la durée du mandat présidentiel. En ce qui concerne l'actionnariat, désormais les travailleurs employés dans des entreprises privées, à condition qu'elles soient cotées en bourse, pourront acheter des actions. Cela peut concerner 1500 sociétés et 2 millions d'employés. Les sociétés pourront, si elles le veulent, augmenter leur capital. Mais attention, ce système d'actionnariat est facultatif. Les actions ne sont pas gratuites, simplement les ouvriers les achèteront à des prix de faveur. Par la suite, ils ne pourront pas les revendre pendant 5 ans, les titres seront bloqués. Et ce n'est qu'au bout de 5 ans que ces actions pourront être librement négociées. Pour encourager cet actionnariat, des faveurs fiscales sont prévues. Pour les acheteurs, la somme qu'ils mettront dans l'achat de leurs actions sera déduite de leurs impôts, mais cette déduction ne pourra pas dépasser 3 000 francs. Et pour les sociétés, si pour vendre leurs actions, elles augmentent leur capital, eh bien cette augmentation ne sera pas frappée par l'impôt sur les sociétés. Enfin, des sociétés civiles seront constituées pour aider les salariés qui veulent gérer leurs actions. Pour les aider, il faut ajouter qu'un décret va fixer le pourcentage du capital qui pourra être distribué en 5 ans. Une rentrée spectaculaire pour la CGT qui organisait cet après-midi au Palais des Sports son meeting. 5000 personnes à l'intérieur, plusieurs milliers de personnes à l'extérieur et une nouvelle petite phrase de Georges Segui. Le numéro 1 de la CGT a traité d'à peu près tous les problèmes du moment, l'inflation, les questions monétaires, le racisme, la tactique syndicale avec les différentes centrales. Mais Georges Segui ne s'est pas cantonné au domaine social, transposant les problèmes du moment dans le secteur politique. Le devoir de toutes les organisations, de tous les militants de la CGT est simple et clair. Sur le front syndical où nous combattons, nous devons être partout à l'initiative de l'action, à la tête des luttes des travailleurs. Il faudra bien que les patrons et leur pouvoir admettent qu'il n'y a pas que des machines dans les usines, il y a aussi des hommes. Il se peut qu'à plus ou moins brève échéance, naissent de la poussée revendicative et de la multiplication des luttes dans les différentes branches, les conditions d'une coordination de la lutte à l'échelle nationale interprofessionnelle. Il appartiendrait alors à la CGT et à la CFDT d'assumer leurs responsabilités en conséquence. Car il n'est pas exclu que le développement des luttes ouvrières crée une situation propice aux changements politiques pour lesquels nous combattons et que, sans attendre une échéance électorale décisive, une volonté majoritaire de notre peuple porte légalement la gauche au pouvoir, au risque.
Une précision sur la caravelle ayant à son bord le commando de Palestiniens et les 5 otages. La caravelle s'est posée sur l'aéroport du Caire pour refaire le plein. Elle est restée sur cet aéroport 55 minutes, après quoi elle vient de décoller, et cela pour une direction qui, dans l'état de mes informations, demeure encore parfaitement inconnue. Les dirigeants chinois, ces hommes politiques mystérieux à la tête de plus de 700 millions d'habitants, s'apprêtent à accueillir la semaine prochaine le premier chef d'État européen en voyage officiel en Chine, le président français. C'est un voyage qui s'impose, a dit ce matin M. Pompidou à l'Élysée, en ajoutant « Nous devons avoir les meilleures relations avec la Chine ». Car ce pays, qui déploie maintenant sa diplomatie sur le monde entier, nous en savons au fond très peu de choses. Il marquera incontestablement la fin de ce siècle, mais l'histoire de la Chine contemporaine a tout juste un peu plus de 30 ans, et elle a commencé avec la Longue Marche. 1934. Talonné depuis 7 ans par Chiang Kai-shek, alors maître de toute la Chine, Mao Tse-tung et les partisans du Parti communiste chinois abandonnent les montagnes du Jiangxi, où en 1927 avait été formé le premier soviet chinois. C'est le début de la célèbre Longue Marche, où 100 000 hommes, femmes et enfants se forgeaient un chemin par les armes en direction du nord de la Chine. 10 000 kilomètres à travers les fleuves, les plaines et les chaînes de montagnes, c'est Mao Tse-tung qui avait décidé et organisé cette marche. À Yan'an, à l'ombre de la Grande Muraille, avec 20 000 survivants, il installe son quartier général. Un autre événement international va accélérer le processus de pourrissement du régime de Chiang Kai-shek. Le nord-est du pays est envahi par les troupes japonaises. L'armée de Chiang Kai-shek, entièrement minée et corrompue, n'est pas en mesure d'arrêter les envahisseurs. Les Japonais avancent à travers le pays, pillant et brûlant les villes les unes après les autres. En 1937, c'est la trêve entre Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek. L'objectif commun est de repousser les Japonais, mais les deux leaders savent bien qu'entre eux ce n'est qu'un répit. Souvent seule à véritablement combattre les Japonais, la 8e armée de marche communiste, commandée par Mao Tse-tung, est devenue extrêmement populaire. Il s'agit de véritables soldats paysans et non de mercenaires, comme dans l'armée de Chiang Kai-shek, qui par ses exactions est souvent autant redoutée que les Japonais. Après la reddition japonaise, les deux armées chinoises se retrouvent face à face. Les communistes progressent rapidement. Pékin capitule en janvier 1949. L'armée rouge se dirige alors vers le sud. Nankin et Shanghai tombent. Le généralissime Chiang Kai-shek se replie avec sa femme et ses fidèles dans l'île de Formose, d'où il espère continuer la lutte contre Mao Tse-tung. Mais le 1er octobre 1949, dans une Chine qu'il tient entièrement sous son contrôle, Mao Tse-tung proclame sur la place Tiananmen la naissance de la République populaire de Chine. Les premières années de la jeune République sont difficiles. D'abord, dès 1950, c'est la guerre de Corée. Mao Tse-tung, maître du pays, s'attaque au plus grave problème de la Chine, la réorganisation économique et administrative. Les communistes ont hérité d'un pays arriéré et ruiné par 40 ans de guerre. Mais le peuple chinois, composé en majorité de paysans, lassés des injustices sociales des gros propriétaires, font bon accueil à la révolution. Pendant plus de 10 ans, les Chinois prennent exemple sur le régime frère d'Union soviétique. C'est l'entente parfaite, la Chine reçoit une aide financière et surtout technologique. La rupture entre les deux pays se dessine vers la fin des années 50. Rien ne va plus entre Pékin et Moscou et le fossé s'élargit entre les deux pays pour des raisons idéologiques et aussi territoriales. À cette époque, 3 hommes sont au sommet de la hiérarchie. Tout d'abord, Mao Tse-tung, fils aîné d'un riche paysan de la province de Hunan, dans le centre de la Chine. Zhou Enlai, petit-fils de mandarin impérial, Premier ministre inamovible depuis 1949, voyageur infatigable qui porte à travers le monde et surtout aux pays en voie de libération et sous-développés l'appui de la Chine. Vedette de la conférence de Genève en 1954, vedette de la conférence de Bandung en 1955, où il rencontra le colonel Nasser, maître depuis peu de l'Égypte. Et puis Lin Piao, le général victorieux, chef de l'armée rouge, qui suivit Mao Tse-tung tout au long de ses campagnes militaires contre les Japonais et Chiang Kai-shek. Lin Piao était le successeur désigné de Mao Tse-tung et toujours à sa droite. Mais les divergences apparurent entre les deux hommes en 1967 au cours de la révolution culturelle où il fallait éliminer les révisionnistes. En 1971, Lin Piao disparaît de la scène politique, le maréchal se tue en avion alors qu'il essaie de gagner l'Union soviétique. Aujourd'hui, 2 hommes donc tiennent à bout de bras la Chine, Mao Tse-tung qui est âgé de 79 ans et Zhou Enlai âgé de 72 ans. Ce sont les artisans de l'ouverture de la Chine sur le monde occidental. Leur but, réussir la révolution chinoise grâce à l'aide technologique des États-Unis, de l'Europe et du Japon.
Si vous avez pris ce journal en cours de diffusion, je vous rappelle la dernière information qui vient de m'être confirmée à l'instant, à savoir que la caravelle ayant à son bord les membres du commando palestinien et les 5 otages a décollé de l'aéroport du Caire où elle n'est restée que 55 minutes pour refaire le plein. Elle a décollé dans une direction parfaitement inconnue et maintenant elle vole dans le ciel du Proche-Orient depuis environ une dizaine de minutes. Une affaire sur laquelle il est intéressant de connaître les propos officiels du porte-parole du gouvernement, puisqu'aussi bien, je vous le disais tout à l'heure, le Conseil des ministres s'est tenu informé régulièrement du déroulement de la négociation. À ce sujet, nous tentons une nouvelle liaison avec Daniel Brem en compagnie du porte-parole du gouvernement, Joseph Comiti, rue de Varennes. Daniel Brem? Oui, eh bien, effectivement, je vous entends. Monsieur le ministre, l'opération du commando palestinien a été évoquée par 2 ministres, M. Marcellin et M. Jaubert, ministre des Affaires étrangères. Quelles ont été les réflexions du gouvernement? Tout d'abord, la première réflexion est une sensation de soulagement. En effet, les 3 jeunes Françaises qui étaient retenues comme otages ont été libérées, ainsi d'ailleurs que la jeune Tunisienne. Ceci dit, et parce que le gouvernement et les forces de police ont gardé leur sang-froid, cette opération s'est terminée sans effusion de sang. Mais il faut bien le dire que c'est une affaire qui regarde surtout les pays arabes. C'est une affaire intérieure aux pays arabes. En effet, le consulat d'Arabie Saoudite jouit du privilège de l'extraterritorialité, c'est-à-dire que c'est une terre saoudienne en terre française, et c'est un avion syrien qui a amené le commando et les otages. De sorte que le gouvernement n'avait pas à intervenir de force, n'ayant pas reçu l'autorisation du gouvernement saoudien de pénétrer dans le territoire du consulat, ce qui d'ailleurs est logique puisque tout s'est terminé pour le mieux. Oui, mais Monsieur le ministre, des armes ont quand même été transportées sur le territoire français. Des mesures ont-elles été envisagées pour éviter le renouvellement de tels incidents? De toute façon, il est fâcheux que le territoire national serve de confrontation à des agents secrets de pays étrangers, quels qu'ils soient. Mais il faut dire que si cela est l'affaire de la surveillance du territoire, il est très difficile de détecter ces individus qui sont généralement des individus isolés, et l'expérience prouve qu'en quelques pays que ce soit, pratiquement, il est impossible pour les services secrets de détecter et d'arrêter, d'empêcher de telles manœuvres. Autre point important du Conseil des ministres, l'adoption de la réforme constitutionnelle annoncée il y a 7 mois par un message de M. Pompidou à l'Assemblée nationale. Quelles sont les dispositions de ce texte? Eh bien, elles sont très simples. L'article 6 de la Constitution qui fixe la durée du mandat du président de la République est ainsi modifié. Le président de la République française est élu au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans. C'est donc le chiffre qui varie. L'ancien article 6 portait 7 ans. Le nouvel article 6, s'il est adopté, portera 5 ans. Il faut ajouter également qu'un deuxième article de cette loi précise que cette réforme entrera en vigueur à la prochaine élection présidentielle qui suivra l'adoption de cette modification constitutionnelle. Oui, c'est-à-dire en 1976. Le président Pompidou a lui-même commenté ce texte. Sur quels points principaux a-t-il insisté? Tout d'abord, le président de la République a bien dit que ce mandat de 7 ans du président de la République résultait de circonstances très fortuites. En effet, il avait été adopté en 1873 et il faut rappeler aux Français qu'à ce moment-là, on avait fixé le mandat de 7 ans en attendant que le duc de Chambord accepte d'être roi de France, ce qui n'a jamais été. Et puis ce septennat a été reconduit de république en république, mais il semble qu'actuellement, le président de la République étant un homme élu au suffrage universel direct, avec un programme qu'il propose aux Français, le mandat de 5 ans est un mandat raisonnable. En effet, au bout de 7 ans, les événements ont changé de sorte que les options sur lesquelles le président a été élu ont perdu de leur actualité au bout de 5 ans, d'où l'intérêt qu'il y a d'avoir une consultation tous les 5 ans. Deuxièmement, le président de la République pense qu'il est normal d'envisager un redoublement du mandat et que le président de la République se représente de nouveau. 7 ans plus 7 ans, c'est long, 14 ans. L'expérience a prouvé qu'aucun président de la République n'a terminé son deuxième mandat, tandis que 2 fois 5 ans, cela fait 10 ans, c'est un temps raisonnable. Est-ce qu'à votre avis, alors, le président de la République actuel se représentera? Écoutez, le président de la République, en 1976, va donner son avis, mais de toute façon, il a bien dit de façon formelle qu'il n'était pas question d'indiquer que le mandat allait se terminer à une date
date fixe, car à un moment donné, eh bien, le président perd toute possibilité de gouverner et les gens se tournent plus volontiers vers un éventuel successeur, ce qui n'est pas le cas, et le président de la République entend être le président de la République jusqu'en 1976, un président de la République qui gouverne, et en 1976, il nous dira s'il se représente ou non, c'est une affaire qu'il regarde. Merci. Avant de nous séparer, la météo. Aujourd'hui, un temps un peu moins chaud sur l'Aquitaine et la Normandie. En revanche, un très beau soleil sur le reste de la France. Demain, de la Bretagne au golfe du Lion et aux Pyrénées, le temps sera nuageux et lourd, après une matinée d'ailleurs brumeuse. Dans le courant de la journée, des orages, parfois violents par endroits, mais en général, un temps encore ensoleillé et chaud. Avant de terminer tout à fait ce journal, d'abord, notre équipe vous priera de nous excuser pour la longueur un peu inusitée de cette édition. Vous le comprendrez aisément en raison d'une actualité tout à fait exceptionnelle, sur laquelle je refais une dernière fois le point pour ceux d'entre vous qui nous ont rejoints. La caravelle avec les fédayines et les 5 otages à bord s'est posée 55 minutes sur l'aéroport du Caire, puis il y a maintenant une vingtaine de minutes, elle a redécollé dans le ciel du Proche-Orient, et cela dans une direction inconnue. Pierre Lescure, sur cette affaire et sur le reste de l'actualité, tentera de vous donner des informations vers 22h50 au cours d'INF2 dernière. Pour ma part, je vous souhaite, au nom de toute cette équipe d'INF2 qui a tenté de vous faire vivre au plus près l'actualité aujourd'hui, une excellente soirée. Bonsoir.